Merci, M. le Président. Je pense qu'avec cet amendement de ma collègue de Tachereau, on est au cœur du sujet. Alors, la loi parle de propos haineux. On dit, des discours haineux appelant directement à la violence. C'est ça qui nous intéresse. Et ça nous intéresse, et comme le dit mon collègue, ça intéressait aussi le premier ministre, parce que c'est exactement ce qu'il nous a dit d'écrire, finalement. Je relis le devoir du 29 août 2015. Discours haineux, Couillard promet d'amender le projet de loi 59. Le premier ministre lui-même, vous l'avez reconnu? Oui, tout à fait. Je l'ai reconnu. Oui. Alors, le premier ministre, dont on ne peut mentionner le nom, convient de la nécessité de restreindre la portée du projet de loi 59 visant à lutter contre les discours haineux et les discours incitant à la violence. Celui-ci, le projet de loi, prohibera seulement, ouvrez les guillemets, l'appel direct à la violence, fermez les guillemets, a-t-il indiqué. On lui donne raison pour une fois. Et savez-vous pourquoi c'est important que le premier ministre et nous soyons d'accord, et la ministre, bien sûr, soyons d'accord. Pourquoi? Parce que dans sa grande sagesse, qu'est-ce qu'il a dit, le premier ministre? Il a dit, le but n'est pas de réduire la liberté d'expression au Québec, mais d'en indiquer la limite qui, à mon avis, requiert le consensus. C'est pas beau, ça, M. le Président? Le premier ministre nous appelle au consensus et il nous donne la clé du consensus. Il dit, et je le cite encore, « On peut dire des bêtises, on peut dire toutes sortes de choses, mais on ne peut pas appeler à la violence. » Fin de citation. Voilà, nous sommes d'accord avec lui. Le premier ministre, l'opposition officielle. Est-ce que je m'avance en disant que la seconde opposition, je ne m'avance pas, elle confirme. Nous sommes dans le consensus avec le premier ministre. L'opposition officielle, la deuxième opposition. Et donc, tout ce qui manque à ce consensus, c'est la ministre de la Justice, puisqu'on serait tous d'accord dans ce cas-là, et en disant, la présente loi a pour objet d'établir des mesures de prévention et de lutte contre les discours haineux appelant directement à la violence. Je veux dire, moi, je veux bien qu'on vous propose, M. le Président, qu'on appelle pour un bref commentaire, une brève consultation, le premier ministre lui-même, pour vérifier avec lui si on a bien lu sa pensée. La pensée du législateur est très importante dans la rédaction des lois et leur interprétation. Mais je pense que c'est assez clair parce qu'ensuite, il y a une autre citation où il dit « Le projet de loi 59 sera ainsi amendé, dit le premier ministre, afin de préciser la démarcation entre le mot du premier ministre, la démarcation entre l'acceptable et l'inacceptable, le permis et l'interdit. La démarcation, dit le premier ministre, j'ouvre les guillemets, doit être explicite et définie. La ligne, pour moi, c'est l'appel direct à la violence. » Fin des guillemets. Et là, il dit autre chose, où là, je dois poser la question de la véracité des propos qui suivent. Je n'affirme pas qu'ils ne sont pas véridiques, mais je soulève un doute. Je suis dubitatif, M. le Président. J'en appelle à votre indulgence. Okay? J'en appelle à votre indulgence parce qu'il dit, c'est sur quoi, ce dont il vient de parler, la démarcation, l'appel à la violence, c'est sur quoi la ministre de la Justice travaille. Bon, je ne suis pas sûr qu'elle... Peut-être pensait-il qu'elle y travaillerait. Peut-être y a-t-elle travaillé. Mais force est de constater, M. le Président, que le travail n'a pas rendu un libellé proche de la pensée du premier ministre que nous partageons. On sent qu'il y a encore un écart considérable entre la pensée du premier ministre et la rédaction de la ministre. Alors nous, notre tâche d'opposition constructive, c'est de réduire cet écart. Et c'est ce que nous faisons avec cet amendement en disant, en reprenant les mots du premier ministre et en disant, mais quelle est la ligne de démarcation? C'est celle de l'appel à la violence. Et d'où cette nouvelle formulation. La présente loi a pour objet d'établir des mesures de prévention et de lutte contre les discours haineux appelant directement à la violence. Et là, on est en symbiose avec la pensée du premier ministre et on se rapproche du consensus. On est aussi proche de la pensée développée par les juristes canadiens ces derniers temps sur ce que doit être le discours haineux. Et le professeur de droit Moon, Richard Moon, qui a bien dit dans son rapport à la Commission des droits
humains du Canada sur la question de la réglementation du discours haineux, son rapport de 2008, où il dit le recours à la censure par un gouvernement doit être limité aux catégories très étroites d'expression extrême qui menacent ou justifient la violence, contre les membres d'un groupe identifiable et non pour éviter les stéréotypes, les atteintes à la dignité ou la diffamation. Et quand on regarde le texte de son rapport, il est très clair. Il dit le problème, c'est qu'il y en a tellement de propos publics qui sont de nature diffamatoire ou qui répètent des stéréotypes ou qui peuvent être vus comme des atteintes à la dignité que vraiment, ça en est plein. Ça en est plein et un gouvernement ne peut pas se mettre à réguler tout ça. Et je vais le citer en anglais avec votre permission, Monsieur le Président. The use of censorship by the government should be confined to a narrow category of extreme expression, that which threatens, advocates, or justifies violence against the members of an identifiable group. He argues that it's not practical to deal with what one might generously describe as group defamation or stereotyping through censorship. It's just not a viable option. There's too much of it, and it's so pervasive within our public discourse that any kind of censorship is just overwhelming. Il y en a trop, il y en a partout, il y en a tout le temps. On ne peut pas se mettre à dire c'est du discours haineux, portez plainte, on va faire une liste, on va regarder ça. On va être débordé, c'est overwhelming, c'est un tsunami, ça va être fou, OK? Alors donc, c'est ce qu'il nous dit, le professeur Mood. Et c'est ce que a semblé sentir d'instinct le premier ministre lorsqu'il a prononcé ces paroles sensées en août de l'an dernier. Et on ne comprend pas pourquoi on n'arrive pas à faire cette synthèse. Je me serais attendu à ce que la ministre nous dise, bon, ben, si on fait l'amendement proposé, ben là, le dernier bout de phrase devient de trop. La présente loi établit également de telles mesures contre les discours incitant à la violence. On n'en a plus besoin. Puisque on a fait le travail avec l'amendement de la collègue de Tachereau, donc on serait certainement ouvert à un sous-amendement de la ministre pour nous rapprocher encore plus du consensus. Maintenant, j'ai écouté avec intérêt ce que la ministre a dit dans son intervention de tout à l'heure sur l'amendement en disant, bon, le discours haineux qui appelle directement à la violence, bien écoutez, si le discours est haineux dans la façon dont je comprends le discours haineux, il appelle directement à la violence. Bien, je vous dirais, Monsieur le Président, pas nécessairement. Dans l'ordre de la palette des perversions, on peut appeler à la violence sans discours haineux. Tout est possible. Hein? Là, on est dans le dérangement mental, dans la détestation. On peut avoir un appel à la violence qui ne découle pas d'un discours haineux, mais d'un genre de rictus violent, sans cause, mais avec un effet dramatique. Donc, on ne doit pas dire, ben, nous n'allons sanctionner que les appels à la violence qui sont liés au discours haineux, parce qu'il y a des violents qui pourraient se faufiler, et on ne veut pas que ça arrive. Mais, vous voyez, le texte que j'ai lu du professeur Moon dit il faut limiter l'intervention de l'État à ce qui menace, promeut ou justifie la violence. Alors, si la ministre voudrait débattre avec nous en disant, bon, c'est un peu plus riche que l'appel à la violence, la promotion de la violence, la justification de la violence, ou la menace de la violence. Puis là, on pourrait débattre. Et il y aurait vraiment sujet à débat. Parce que la question de la justification de la violence, par exemple, est utilisée pour interdire le discours révisionniste sur la Shoah. Alors, il y a deux types de discours révisionnistes sur la Shoah. Il y a des gens qui disent que ça n'a pas existé. C'est faux. Bon, ça, c'est une révision de l'histoire. C'est une bêtise, comme dit le premier ministre. On a le droit de dire des bêtises. Moi, je crois qu'on a le droit de dire cette bêtise-là et que c'est au corps social de dire c'est une bêtise et que ce discours permis
soit simplement marginalisé par la discussion publique. Maintenant, il y a des gens qui disent « c'était une bonne chose ». La Shoah. C'était une bonne chose. Il y a des gens qui pensent ça, qui sont un peu malades, qui pensent ça. Et donc, c'est une justification de la violence. Est-ce que ça devrait être interdit? Moi, je pense que non. Je pense que cette justification a posteriori de la violence ne doit pas être interdite, parce que ça fait partie du discours public, et on doit simplement marginaliser cette bêtise par la discussion publique et la connaissance historique. Maintenant, la justification a priori de la violence, on peut dire elle ne devrait être interdite que si elle est assimilée à un appel à la violence. Alors moi, si on avait cette discussion-là, je dirais, j'aimerais savoir quelle est la différence entre la justification et l'appel. On devrait éliminer tous les membres de telle minorité. Ou comme disait Shakespeare dans une de ses pièces, d'abord, tuer tous les avocats. Bon. Est-ce que c'est un discours haineux? Du point de vue des avocats, certainement. Bon. Maintenant, est-ce que c'est de la discrimination? Est-ce que c'est de la détestation? Est-ce que c'est un appel à la violence? Ça se débat. Mais vous voyez, comme ce terme connu, écrit, répété très souvent sur des scènes de théâtre partout dans le monde, n'a jamais été considéré comme un appel à la violence qui devait être sanctionné par l'État. Pourquoi? Parce qu'on sait que c'est à l'intérieur d'une pièce de théâtre, c'est une façon de parler, et les gens diraient, les avocats l'ont bien cherché par leur façon d'être. Moi, je ne dirais jamais ça, évidemment, étant juriste moi-même. Mais on sent bien la difficulté que ça pose, parce que aujourd'hui, à l'ère de l'Internet et de Twitter et de la diffamation à 144 caractères ou moins, on arrive à traiter tout le monde de toutes sortes de choses. Et si Twitter avait existé et Facebook à l'ère de Shakespeare lorsqu'il l'a d'abord écrit, il y a sûrement des avocats qui auraient dit « c'est un appel à la violence ». Il appelle à l'assassinat de tous les avocats, emprisonnez-le. Et là, il aurait fallu aller débattre. Est-ce que c'est un vrai appel à la violence? Est-ce que c'est juste une formule de style? Et qu'est-ce qui est permis? Est-ce que c'est de l'art? Est-ce que l'art permet de dire des choses qui ne sont pas permises autrement? On aurait eu cette discussion-là. Mais donc, même lorsqu'on parle d'un appel à la violence, il faut avoir un critère qui dit « mais c'était un vrai appel à la violence ». On était dans un contexte d'excitation d'une foule ou d'une personne pour pousser quelqu'un à commettre un acte violent. Ce n'est pas le cas de la pièce de William, mais dans un autre contexte, c'est le cas. Alors, j'utilise cet exemple pour vous montrer combien il faut être précautionneux dans notre restriction de la liberté d'expression. Et que s'il est vrai que l'expression discours haineux est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop large à mettre entre les mains de quelques agents de l'État pour restreindre la liberté d'expression, même le terme appel à la violence pourrait conduire à des dérives. On pourrait décider que si demain Pierre Curzi, sur le TNN, crie dans une pièce de Shakespeare, d'abord tuer tous les avocats, il faut l'emprisonner. On ne veut pas que ça arrive. On veut pas que ça arrive. Alors, si c'est vrai que même avec appel à la violence, il faut faire preuve de discernement, alors que les mots sont clairs, appel à la violence, imaginez, discours haineux, la porte de grange que ça constitue et qu'il faut au moins refermer en suivant les indications d'une très grande clarté du premier ministre du Québec, qui a quand même été élu avec pas tout à fait 40% de la population, mais je veux dire, il est arrivé premier. Je veux dire, on peut dire, il n'y a pas 50% des Québécois qui ont voté pour le Parti libéral du Québec. C'est vrai. C'est vrai. Et c'est ce qui explique pourquoi il n'y a jamais 50% de Québécois qui sont satisfaits. Il n'y a pas 50% des Québécois qui ont voté pour lui. Ce serait toute une réalisation de passer à 50% de satisfaction. En ce moment, c'est à peu près 62% d'insatisfaction, ce qui recoupe à peu près le nombre de gens qui n'ont pas voté pour lui et le nombre de gens qui ont voté pour lui. Mais quand même, dans le respect de nos institutions, nous sommes au Salon Rouge, c'est le premier ministre des Québécois dans le système parlementaire britannique dont nous avons hérité et que nous voulons réformer. Nous, du Parti québécois, nos amis de la deuxième opposition, nos amis de Québec solidaire, on est tous d'accord pour dire que c'est quand même, ça commence à faire un peu que quelqu'un qui est élu avec seulement 34-35% des voix prenne des décisions majoritaires, comme
d'imposer une loi sur les discours haineux. Vous voyez, Monsieur le Président, vous pensiez que je ne reviendrais pas sur le sujet. Mais non, mais j'y revenais. Et s'il faut être précautionneux lorsqu'on réduit la liberté d'expression, il faut l'être d'autant plus lorsqu'on ne représente pas une majorité, quand une majorité n'a pas voté pour nous. Et c'est pourquoi le premier ministre est conscient de ça. Et je tiens encore une fois à saluer sa sagacité lorsqu'il dit que ce sujet, cette limite, à mon avis, requiert le consensus. Il nous l'a dit, là, requiert le consensus. Et donc, je pense que si, effectivement, on arrivait, puis je suis conscient que ce ne serait pas impossible de convaincre plusieurs membres de la délégation ministérielle, avec l'appui du premier ministre, bien sûr, et que donc, disons, la poche de résistance semble vraiment autour de la ministre de la Justice elle-même. Et que nous, on veut ce consensus-là avec la ministre de la Justice, de notre côté, avec les oppositions et le premier ministre. Et à ce moment-là, nous serions sur une base très large, presque, nous sommes des partis qui représentons cumulativement 100% de l'électorat. Vous savez ça, Monsieur le Président, lorsqu'on additionne les votes de l'ensemble des partis de l'Assemblée, ça fait 100%. Ça fait 100%. Et là, nous aurions ce consensus. Donc, je pense que tout ça milite en faveur de l'insertion de cet amendement très finement pensé, appelant directement à la violence. Et j'aime le mot « directement », qui revient à mon propos précédent, qui disait « appel à la violence » dans le cas de Shakespeare, ça pourrait être vu comme un appel, mais un appel direct à la violence. Alors, il n'a pas dit, il dit d'abord tuer tous les avocats. Il ne dit pas « allons, vous et moi, immédiatement au palais de justice, trouver des avocats pour les éliminer ». Ou là, c'est un appel direct à la violence. Il y a un moment, il y a un lieu, il y a une action. Hein? Ce n'est pas rhétorique. Donc, le mot « directement » permet, encore une fois, d'être plus précautionneux dans la restriction que nous voulons, que nous trouvons utile à la liberté d'expression. Et puis, je vais conclure là-dessus et laisser les minutes qui me restent à mes collègues s'ils veulent les utiliser. Je sens que M. le député de Richelieu veut continuer sur votre... Vous croyez ça, vous, monsieur? Ah, je suis certain... Puis vous ne croyez pas, de la même façon, partant de votre même intuition, que la ministre veuille réagir aux propos de mon collègue de Rosemont, non? Vous savez qu'un président... Moi, je la crois tenté de le faire. Se doit d'assurer une certaine neutralité. Donc, monsieur le député de Richelieu. Mais si mon collègue me permet, est-ce que... Mais j'aimerais comprendre quand même, parce que de la part de la ministre, comment concilie-t-elle son refus de cet amendement avec les propos tenus par le premier ministre en août? Puisque la concordance semble tellement totale, est-ce qu'elle peut nous expliquer pourquoi elle ne se rend pas aux arguments du premier ministre? Madame la ministre. Monsieur le Président, vous savez ce que je vais dire. C'est le jour de la marmotte, bien, c'est un peu ça. C'est qu'on a eu, puis je faisais le commentaire, on a eu des discussions similaires, des lectures de textes de journaux du mois d'août, dans cette même salle, dans cette même enceinte, il y a quelques mois. J'ai dit ce que j'avais à dire, vous n'êtes pas sans savoir, et surtout, mes collègues de l'autre côté de la table, mes collègues de l'opposition qui ont siégé au Conseil des ministres, savent très bien le cheminement que vont suivre les amendements, le cheminement en comité parlementaire d'un dossier, comité parlementaire, les amendements que nous avons déposés ont suivi ce cheminement. Alors, je veux simplement rassurer mes collègues, que les amendements que nous avons déposés au projet de loi sont des amendements déposés par le gouvernement. Et pour ce qui est des propos, des commentaires à l'égard de propos tenus par le premier ministre, je pense qu'on en a parlé dans le passé. Et je verserai
la preuve. Je verserai le tout dans la séance d'aujourd'hui, Monsieur le Président. C'est pour ça qu'effectivement, vous nous aviez fait un commentaire qu'on avait déjà travaillé sur un amendement similaire. C'est parce que c'était dans cette même enceinte. Monsieur le député de Rosemont. Alors, je remercie beaucoup la ministre pour sa réponse, qui reste pour une part nébuleuse, mais je comprends que dans le calendrier des faits, il y a eu le projet de loi d'origine qui a été déposé, il y a eu un certain nombre de discussions publiques. Le premier ministre a indiqué en nous une ligne assez claire. C'est postérieurement aux déclarations du premier ministre que les amendements ont été validés par le gouvernement, donc y compris le premier ministre, et donc les amendements qui ont été déposés ne sont pas en phase avec l'opinion que le premier ministre avait évoquée en nous. C'est donc de deux choses une. Soit il a perdu la bataille de son amendement, il n'a pas réussi à convaincre son gouvernement de la qualité de ses arguments, ce que je trouve assez rare. J'ai été conseiller de 2 premiers ministres, j'ai assisté à des conseils des ministres, j'ai été ministre moi-même. C'est arrivé que le ou la première ministre n'arrive pas à convaincre, mais c'est très rare. C'est très rare. Ou bien le premier ministre a changé d'avis lui-même entre le 15 août, ses déclarations très claires, et l'adoption des amendements par son gouvernement. Il a dit « Je me suis trompé. D'abord, ça ne requiert pas le consensus. Il ne faut pas indiquer la limite qui, à mon avis, doit être on ne peut pas appeler à la violence. Alors, si on dit, bon, il a changé d'avis. Son avis d'où c'était on peut dire des bêtises, on peut dire toutes sortes de choses, mais on ne peut pas appeler à la violence. Et là, il a changé d'avis, puis il a dit, ben, on ne peut pas dire des bêtises, on ne peut pas dire toutes sortes de choses, et c'est pas nécessaire d'appeler à la violence pour se faire rabrouer par l'État. Donc, il a changé d'avis. Ben, écoutez, moi, je n'ai jamais entendu le premier ministre contredire cette position-là. Alors donc, je reviens à ma proposition précédente, si on pouvait convoquer le premier ministre comme témoin expert pour qu'on puisse lui demander s'il a changé d'avis, pourquoi il a changé d'avis, et qu'il nous convainque de la position nouvelle du gouvernement, enfin ancienne et nouvelle, puisqu'il s'est inséré entre ces deux positions, anciennes et nouvelles. Ça nous éclairerait parce que nous, on est ici à tenter de trouver un consensus pour répondre à son appel, et là on nous dit, ben non, cet appel est caduc. Alors j'aimerais mieux l'avoir de la source première du pouvoir et, si la ministre le permet, que dans une séance subséquente, le premier ministre vienne nous exposer l'évolution de sa pensée. Merci, monsieur le député de Rosemont. Sûrement que vous auriez été très bon au théâtre. Madame la ministre. Je n'ai pas d'autres commentaires, Monsieur le Président. On a eu la chance d'élaborer sur cette question-là à plus d'une reprise par le passé. Et on a expliqué pourquoi et ce qui avait motivé l'intégration du concept de discours haineux. On a eu la chance et on a eu l'opportunité de discourir en long et en large sur la définition de ce discours haineux, définition que nous avons ajoutée au projet de loi à la lumière de 35 commentaires formulés en commission parlementaire qui demandaient qu'une définition soit introduite. Une définition qui correspond à l'esprit des décisions de la Cour suprême, parce que c'est important d'encadrer le discours haineux, mais conformément aux enseignements de la Cour suprême. Il n'est pas question de venir donner une portée qui n'est pas celle que l'on souhaite. Alors évidemment que le discours haineux, c'est pas le discours d'opinion qui est visé par ça. C'est pas la dissidence qui est visée par ça. Mais là, j'ai l'impression de répéter encore une fois une vieille cassette que j'ai abondamment. Oh, ben je pense que vous étiez là. Peut-être que vous n'avez pas porté attention à mes propos, mais de toute façon, je suis persuadée qu'on vous a rapporté mes propos parce que vous travaillez si étroitement ensemble. Mais il est certain que l'objectif a été de travailler et d'élaborer un projet de loi qui respecterait les principes et les guides qu'a formulé la Cour suprême. Je parle beaucoup de Watcott, mais il y a aussi Taylor. Il y a d'autres décisions qui nous ont guidés. Et s'assurer, je pense qu'il est important de le baliser de cette façon-là, pour éviter
toute forme de brèche. Et ce matin, la collègue de Tachereau disait qu'il faut éviter à tout prix que le discours d'opinion puisse être considéré comme étant un discours haineux. Bien, on a travaillé ensemble pour apporter des amendements, puis malgré ça, on a voté contre de l'autre côté. Alors, je me dis, parce que j'écoutais tout à l'heure, et je me dis, peu importe les amendements qu'on apporterait, je comprends que de toute façon, on voterait contre de l'autre côté. Alors, on a fait beaucoup de boulot, on a travaillé, on a apporté beaucoup d'amendements, mais on a quand même voté contre un amendement ce matin qu'on avait travaillé. Et là, Monsieur le Président, si d'aventure on devait aller de l'avant avec la proposition qui vient changer, puis je vous dirais, puis je n'analyse pas, mais la proposition vient changer de tout le projet de loi, puis vient définir d'une certaine façon le discours incitant à la violence en obligeant qu'il soit précédé d'un discours haineux en plus. Bref, c'est un peu compliqué, mais même si d'aventure on devait à soutenir ça, je ne suis pas certaine qu'au bout de l'exercice, on adopterait de l'autre côté, on adopterait même l'article 1. Donc, on nous ferait faire ce travail-là. Bref, je ne sais pas, peut-être que puis je ne veux pas imputer d'intention, mais je regarde si le passé est garant de l'avenir. Mais bon, ceci étant dit, j'en ai dit pas mal. Et puis, d'autant plus, c'est aussi cocasse. Puis je pense que je vais faire juste un petit aparté. Saviez-vous, Monsieur le Président, que lors du Conseil général du Parti québécois, il y avait une résolution pour féliciter la députée de Tachereau pour son obstruction constructive dans le cadre des travaux de ce projet de loi. Cocasse, hein? Mais bref, c'est un aparté, puis ça n'a pas sa place dans le cadre de l'amendement. Je suis désolée. Ouais, de l'amendement.